Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Lors d'interviews, j'ai souvent fait remarquer que j'ai toujours m'intéressé à tout ce qui était ancien et étrange. Mon parcours a commencé en 7e année, dans la classe d'histoire ancienne de Monsieur Wattel. Il m'a accroché avec toutes sortes de choses sur l'Égypte antique, l'ancienne Mésopotamie, les Grecs et les Romains. J'étais justement dans le coup, et je me souviens de m'être assis là en train de penser, c'est ce que je veux faire. Je veux être un vieux professeur croustillant enquêtant sur toutes ces choses étranges. Un jour, Monsieur Wattel nous a montré un film en classe. C'était intitulé La recherche d'Ulysse. Cela a été publié en 1966, basé sur un livre intitulé Ulysse retrouvé par Arnold Bradford. Ulysse est un autre nom pour le personnage d'Odyssée, le personnage principal de l'Odyssée d'Homère. Ce film avait pour but de rechercher des corrélations entre les éléments de la célèbre histoire de l'Odyssée d'Homère. Bradford essayait de trouver des corrélations géographiques et historiques, car il voulait tenter de savoir si les endroits où Ulysse était allé étaient réels. C'était un film fascinant. Bradford nous a emmenés au pays des mangeurs de lotus, des roches des sirènes, du gant de Scylla et de Charybde, et, ce qui est le plus important pour notre épisode d'aujourd'hui, la grotte des Cyclopes. Le Cyclope était un géant à un œil dans l'histoire d'Homère. Il s'appelait Polyphème. C'était un géant mangeur d'hommes. Quand les hommes d'Ulysse le rencontrèrent, il les a capturés, les piégeant dans sa grotte. Il les assassinait un à un, jusqu'à ce qu'il trouve une méthode de s'accrocher aux moutons que Polyphème laisserait sortir tous les jours pour s'échapper ainsi de la caverne. Puis ils ont enivré Polyphème, et ils ont plongé un pieu brûlant dans son œil, l'aveuglant. Ils se sont enfuis à bord de leur bateau, alors que Polyphème lançait d'énormes rochers sur le bateau d'Odyssée, et ils se sont dirigés vers leur prochaine aventure. Mais cela soulève une question très intéressante. Mick Bradford a demandé, y a-t-il quelque chose dans l'histoire? Y a-t-il quelque chose d'historique dans cet épisode à propos des géants du Cyclope? Jetons-y un coup d'œil. Le livre et le film de Bradford demandaient si Polyphème, le Cyclope géant à un œil, aurait pu être réel. Y avait-il une fois une race de tels géants? Cela peut paraître idiot, mais que penserais-tu si tu rencontrais ceux-ci dans un champ quelque part? Je vais poser la question à nouveau. Le monde, a-t-il déjà connu une race de géants à un œil? Y a-t-il des preuves squelettiques provenues de l'Antiquité appartenant à des êtres humains extrêmement gigantesques? Nous allons le savoir, car c'est ce que nous faisons ici. De grands penseurs et érudits de l'Antiquité, jusqu'à la période moderne, ont écrit sur l'existence des ossements de géants. Des écrivains grecs et romains classiques ont écrit sur des tombes et des ossements de géants exposés à divers endroits. Par exemple, Quintus Sertorius, un général romain qui a vécu approximativement de 123 à 72 avant notre ère, en avait assez d'entendre dire que le corps du géant Anthéeus avait été enterré dans la ville de Tanis. Il en avait tellement marre qu'il l'a déterré. Il a en fait trouvé un énorme squelette d'une longueur de 60 coudées, selon des sources anciennes, qui mesurait environ 30 mètres. Il était tellement impressionné qu'il l'a réenterré pour le garder comme lieu et objet sanctifié. Augustin, le père de l'Église primitive, qui vécut de 354 à 430 de notre ère, a décrit comment il avait vu les ossements de géants. Dans quelques lignes de son célèbre ouvrage La Cité de Dieu, plus précisément au chapitre 15, il a écrit: la grande taille du corps humain primitif est souvent prouvée à l'incrédule par l'exposition de sépulcres dans lesquels des os d'une taille incroyable ont été découverts ou déployés. J'ai moi-même, avec d'autres personnes, vu sur le rivage d'Utica une dent molaire d'un homme d'une taille telle que, si elle avait été taillée en dents telles que nous les avons, une centaine, je le pense bien, aurait pu être faite de cela. Mais je pense que cela appartenait à un géant. Il n'y a pas que des sources anciennes qui rapportent des découvertes de squelettes de géants anciens. Il existe des exemples modernes de cela aussi.
En 1676, par exemple, l'ecclésiastique anglican Robert Plot a découvert un grand fémur, affirmant dans un premier temps qu'il s'agissait du fémur d'un géant. Puisque Plot était un ecclésiastique, nous pourrions raisonnablement dire, je pense, qu'il ne mentirait pas à ce sujet. C'est pourtant ce que l'on prétend. Le président Thomas Jefferson a une fois demandé à Ezra Still, président de l'université Yale, au sujet de grandes fossiles découvertes par endroits. En 1784, Still répondit au président par une lettre, citant l'opinion de son grand-père, Edward Taylor, sur une dent et un fémur géant d'un homme de 5 mètres d'auteur. Il existe une vingtaine de rapports de ce type dans des sources anciennes et beaucoup d'autres dans des sources modernes, émanant de personnes réputées que nous supposons être de bonne moralité et n'ayant aucune raison de mentir. Y a-t-il quelque chose à ces rapports, ces sources? Où sont passés les ossements? Ce sont de bonnes questions qui demandent un peu de réflexion et un peu d'analyse importante. Nous devons examiner d'autres preuves et une autre façon de penser à de tels ossements. Adrienne Mayor, une folkloriste en matière classique, a abondamment écrit sur les anciennes références aux os de géants et d'autres monstres. Dans l'introduction de son livre intitulé Les premiers chasseurs de fossiles, publié en 2011 par Princeton University Press, elle décrit son épiphanie, sa découverte. Elle écrit: un jour à la bibliothèque Firestone de Princeton, j'ai dessiné 2 cartes du monde et j'ai un sur du papier calque transparent. Sur une carte, des X en rouge marquaient les endroits où dans l'Antiquité les gens avaient rapporté les ossements de géants ou de monstres. Sur l'autre carte, j'ai mis des cercles autour des riches dépôts de mastodontes, de mammouths et d'autres grands fossiles de vertébrés connus des paléontologues modernes. Les doigts croisés, j'ai superposé les 2 cartes esquissées. Et voilà, ils se chevauchent. Les endroits où les gens avaient signalé des os géants, en particulier des squelettes humains ou ce qu'ils pensaient être des squelettes humains. Les vestiges de l'ancien monde se chevauchent avec les découvertes paléontologiques modernes. Bon, selon la thèse qui découle de tout cela, il y avait une forte concentration de telles références dans le monde classique, le monde de la Grèce et de Rome. Les rapports de sources antiques et modernes, antérieurs à la science de la paléontologie, ont mal identifié les restes de squelettes de dinosaures ou de mammifères préhistoriques. On les a pris pour des géants humains, supposant que ces squelettes étaient la preuve de races humaines géantes d'une antiquité lointaine. Mayor a ensuite ajouté à ces données, dans un livre de suivi intitulé Légendes fossiles des premiers Américains. Dans ce livre de 2005, elle se concentrait sur les légendes amérindiennes sur les géants. En se concentrant sur les Badlands du Montana, qui est un vaste cimetière datant du Crétacé, elle a trouvé des données similaires dans une situation similaire. Cette région abritait les Sioux, les Crocs et les Pieds Noirs. Qu'en ont pensé ces autochtones quand ils ont vu ces ossements d'animaux immenses qu'ils n'avaient jamais vus vivants? Il s'avère que ces os sont devenus littéralement la substance de la légende. Ces os se reposent souvent derrière des légendes amérindiennes à propos de géants humains et d'autres monstres. En d'autres termes, on a réinventé les restes de mammouths, de dinosaures, de ptérosaures, de créatures marines, d'ours monstres, de lézards géants, de nombreuses créatures disparues. On a créé sa propre mythologie autour d'eux. Les récits familiers amérindiens de rencontres avec des monstres, qui avaient un sens pour eux, étaient en réalité leur explication des véritables squelettes qu'ils rencontraient. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient réellement. Alors qu'en est-il du crâne de cyclope géant que nous avons vu plus tôt? La vue de l'inconnu peut vraiment nous tromper. Ce crâne ressemble, à toutes fins utiles, à un crâne de cyclope. C'est énorme, il a un œil. De quoi d'autre auriez-vous besoin? Mais c'est trompeur. Voici le même genre de crâne mais plus complet. Tu peux maintenant dire tout de suite ce que c'est. Ce n'est pas un géant cyclopéen. C'est un proboscidien, peut-être un nouveau terme pour toi. Ceci est un crâne de mammouth géant ou mastodonte. Les crânes d'éléphants modernes se ressemblent beaucoup. Si on enlève leur défense, ils ressemblent à des crânes de cyclopes.
Il est très facile d'imaginer comment une personne qui croise un crâne comme celui-ci ou ce deuxième exemple, si on leur enlève leur défense et n'avait que la tête, cela ressemblerait à un cyclope. Il est très facile de voir comment des légendes de géants à un œil pourraient naître et se frayer un chemin dans des livres comme l'Odyssée d'Homère. C'est très compréhensible. Voici quelque chose d'un peu différent. Nous avons ici un squelette géant, droit, grotesque. Est-ce un humain géant? Si tu rencontrais cela dans un champ quelque part et qu'il était relativement complet, ou si tu le creusais ou le trouvais dans une grotte, il serait très facile de regarder cela et de penser « Waouh! Nous venons de trouver un squelette humain géant. » Mais ce n'est pas ce que c'est. C'est en fait une paresse géante. Les os du fémur que vous voyez souvent sur internet comme preuve de restes humains géants sont généralement des fémurs de paresseux géants, de mammouths laineux ou d'un autre mammifère géant préhistorique. Leur os de fémur ressemble remarquablement à un fémur humain, sauf qu'ils sont tellement plus gros. Si tu as une idée de l'ampleur des spécimens de mammifères préhistoriques géants dont nous avons parlé, tu peux facilement voir comment une personne ancienne confond ces types de restes squelettiques avec des êtres humains géants, car ils ont vécu avant que la paléontologie existe et que ces choses aient été étudiées scientifiquement. La plupart des gens n'essayent pas de tromper, ils ne mentent pas. Les récits que nous avons lus, anciens et modernes, sont de vrais témoignages de ce que les gens pensaient vraiment regarder. Cependant, en regardant avec le recul certaines de ces histoires de vestiges préhistoriques découvertes, nous avons une très bonne explication de travail pour de nombreux reportages sur les anciens géants. Certains sites web prétendent qu'il n'y a pas d'exemple de squelettes géants découverts en Amérique du Nord qui se soient révélés être des os de mastodontes ou de mammouths, mais c'est tout simplement faux. Cela dépend vraiment de l'endroit où vous recherchez des informations. Ici à Fringe Pop 321, nous essayons de nous concentrer sur la littérature évaluée par des pairs. Jam Eliouar en fournit un exemple courant dans son livre intitulé Fossiles proboscidens et les mythes des hommes géants, publié en 1984 dans le cadre de les transactions de l'Académie des sciences du Nebraska et des sociétés affiliées. Ce document est disponible gratuitement en ligne. En fait, nous l'avons répertorié comme ressource pour cet épisode sur notre site web Fringe Pop 321. Je devrais dire avant de conclure que ce n'est pas vraiment une question de l'un ou l'autre, d'un peuple exceptionnellement grand et ancien, par opposition à des races entières, d'autre part. Nous n'avons pas à choisir entre ces deux options, car il y avait certainement des gens de grande taille qui vivaient dans l'Antiquité, des gens très grands. La Bible enregistre quelques-uns de ces exemples, ainsi que d'autres ouvrages anciens. Les gens de grande taille ont vécu à toutes les époques de l'histoire. Les sources anciennes, classiques, bibliques, font référence aux personnes de grande taille, et vous pouvez en dire autant des sources modernes. Les archéologues trouvent de temps en temps des restes humains géants, mais nous parlons de géants tels que ceux auxquels nous pensons aujourd'hui. Les spécimens géants mesurent entre 6 et 8 pieds d'auteur. Pense à une équipe de basket-ball et tu en auras la photo. Le but de cet épisode n'est pas de nier qu'il existe un être humain géant ou que des personnes écrivant dans le monde antique se seraient à chaque fois trompées. Notre point est que beaucoup de ces rapports sont des identifications erronées. Alors, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des cas évidents d'erreur d'identification, mais il y a aussi des cas évidents d'êtres humains exceptionnellement grands dans les temps anciens et modernes. Merci encore d'avoir visualisé Fringe Pop. Veuille visiter notre site web pour obtenir des notes et des sources, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.